Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent perçu comme complexe, même parfois, on va pas se le cacher, c'est un sujet flou pour beaucoup d'entre vous, mais pourtant qui est essentiel quand on investit, c'est la fiscalité. Parce que on ne peut pas faire de bons investissements, enfin, on peut faire de bons investissements, mais si la fiscalité elle est mal maîtrisée, ça peut clairement te coûter très cher. Donc, dans cet épisode, l'objectif sera simple, c'est de pouvoir t'aider à mieux comprendre comment optimiser ta fiscalité en tant qu'investisseur et surtout éviter les erreurs les plus fréquentes. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Mathis, donc, qui était déjà venu l'année dernière sur le podcast, fondateur de TaxCut, qui accompagne justement les particuliers et les professionnels sur ces sujets pour les aider à y voir plus clair et à structurer leur fiscalité. Eh bien, on va essayer de rendre tout ça le plus simple et le plus concret possible. Merci d'être là aujourd'hui, Mathis. Merci pour ton invitation, Emilien. Avec plaisir. Est-ce que, donc, pour ceux qui n'ont pas forcément écouté le podcast il y a quand même un an, est-ce que tu pourrais te représenter et potentiellement également présenter un peu TaxCut? Ouais, donc Mathis Auville, j'ai 26 ans. Avant de développer, donc de fonder TaxCut, donc moi j'ai fait un master en finance. Après ça, j'ai travaillé dans la gestion de patrimoine et c'est notamment à travers cette expérience que je me suis rendu compte que les personnes étaient perdues dans leur finance, mais encore plus dans leur fiscalité, comme tu l'as très bien dit. Et donc, ce qui m'a donné envie de monter une entité, une organisation pour rendre accessible et démocratiser le conseil fiscal. Avec ça, à côté de ça, il y avait aussi l'émergence de l'IA. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être pas mal d'opportunités à saisir pour démocratiser ce métier de conseil. Et donc, c'est pour ça on a cofondé TaskCut. On est 5 associés. À l'heure actuelle, on est une petite dizaine. Et ça fait maintenant un peu moins de 2 ans que l'on fait ça. Ok, et du coup, TaxCut, c'est quoi concrètement? Alors, TaskCut, nous, on développe une solution qui automatise la déclaration d'impôt des particuliers. Donc c'est très simple de faire sa déclaration lorsqu'on a juste un salaire. Par contre, lorsqu'on commence à avoir des revenus financiers, des revenus immobiliers, c'est tout de suite plus compliqué. Et aujourd'hui, l'alternative, c'est d'aller voir un avocat fiscaliste ou un expert comptable. Ça coûte 300, 500, voire 1000. On a même eu des devis à plus de 2000 euros la déclaration d'impôt. Et nous, pour à partir de 99 euros, on effectue la déclaration sous 48 heures. Et comment justement on arrive à ces prix quand même qui sont très faibles, c'est parce qu'on a automatisé, informatisé un grand nombre de processus qui nous permet de passer moins de temps par dossier et donc de proposer des prix qui sont relativement faibles par rapport à des acteurs, disons, plus traditionnels. Incroyable. Gain de temps et facilité pour déclarer C'est ça. ses, ses revenus parce qu'en plus, c'est vraiment quelque chose, même moi, personnellement, ça me saoule à un niveau. C'est juste affolant. Donc, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par déjà l'importance et les bases de la fiscalité. Beaucoup d'investisseurs se concentrent sur la rentabilité, sur la performance, mais ils oublient aussi la fiscalité qui joue énormément. Pourquoi, selon toi, c'est une erreur? Parce que ça a un énorme impact sur la rentabilité après impôt d'un investissement. Or, on est en France, et donc la fiscalité, c'est quelque chose quand même d'assez complexe et on est aussi un des pays au monde avec la fiscalité la plus élevée. Donc, si on prend pas cette matrix-là, qui est la fiscalité, dans le choix de tel ou tel investissement, en fait, on oublie déjà une matrix qui permet d'augmenter la rentabilité de son placement. Moi, je dirais qu'il y a trois grands critères à prendre en compte avant d'investir. C'est le premier, la rentabilité en elle-même, sur quel support je vais placer mon argent. Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est du private equity? Est-ce que c'est des marchés financiers? Si c'est du marché financier, sur quel support je vais investir? Est-ce que c'est via des sociétés de gestion? Est-ce que c'est en titre vif? Ce genre de choses. Le deuxième grand critère, c'est les frais aussi liés à cet investissement. Qu'on ouvre une assurance vie, un PEA, un compte titre, chaque établissement financier a ses propres frais. Donc c'est une métrique à prendre en compte. Et enfin, le troisième et le dernier critère à prendre en compte, c'est aussi la partie fiscale. Parce que si on ouvre, par exemple, si on investit sur les marchés financiers via un PEA ou via une assurance vie ou il y a même un compte titre, on a des fiscalités qui sont complètement différentes et qui viennent impacter la rentabilité globale de son investissement. C'est ça, tu peux carrément l'optimiser et puis ne serait-ce qu'avec le PEA par exemple, par rapport au CTO, faire le même investissement sur un ETF S&P 500 par exemple et au final, au bout de 5 Exactement. ans,
tu divises quasiment par 2 exactement. ta fiscalité, donc c'est top. Exactement. Et Mais après, le PEA, tu as aussi un peu moins de choix qu'un CTO. oui, Donc, c'est aussi de voir en fonction de tes convictions, dans quoi tu veux investir. Mais un S&P, comme tu l'as très bien dit, est éligible d'une part sur le PEA, qui est aussi le compte titre. Donc, si on souhaite s'exposer à cette classe d'actifs, autant ouvrir un PEA. C'est vrai de par les abattements fiscaux qui sont intéressants. c'est ça. Et justement, enfin, il y a beaucoup d'investisseurs, en tout cas les débutants, qui sont là, ils se disent, OK, je vais mettre telle ou telle stratégie, je vais choisir tel ou tel ETF. Et ils pensent pas forcément à la fameuse enveloppe fiscale, la niche fiscale. Et pour toi, à partir de quand on doit commencer à s'y intéresser? Est-ce que c'est à partir du moment où on a investi une certaine somme ou c'est dès le départ en fait? Bah, en fait, c'est dès le départ. Puisque la fiscalité, comme je l'ai dit, ça va avoir un impact qui est loin d'être négligeable sur la rentabilité globale d'un investissement. Donc c'est dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en France, on est assez gâté sur ce niveau-là. On a plusieurs enveloppes d'épargne, donc soit les livrets classiques, ensuite le PEA, donc plan d'épargne en action, on a l'assurance vie, on a le compte titre et on a donc aussi le plan d'épargne retraite. Et donc c'est en fonction de ces objectifs patrimoniaux qu'on ouvre telle ou telle enveloppe. Par exemple, si on commence à être fortement imposé, qu'on souhaite préparer sa retraite, il est peut-être plus cohérent d'ouvrir un PER qu'un simple compte titre. Autre sujet, si on souhaite plutôt, comme tu l'as dit, investir dans des ETF classiques comme le S&P 500 et qu'on a raison d'un investissement grosso modo de 5 ans parce qu'on souhaite acheter une résidence principale dans 5 ans, surtout quand on a la vingtaine comme nous, peut-être que c'est plus cohérent d'ouvrir un PEA qu'un PER. Donc ce choix D'accord, d'enveloppe, il se fait dès le début et ensuite choisir dans quoi on investit. c'est ça. Intéressant. Et par rapport à la fiscalité, je sais que beaucoup sont assez perdus parce qu'on parle de impôts financiers, impôts sur le revenu foncier, sur les plus-values. Bref, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer les grandes catégories de fiscalité, type la fiscalité sur le revenu, sur les actifs financiers et notamment sur le mobilier, enfin Ouais. l'immobilier, pardon. Déjà, il y a deux grands types d'impôts. Il y a ce qu'on appelle l'impôt direct et l'impôt indirect. L'impôt direct, c'est le contribuable et le redevable qui sont la même personne. Donc, par exemple, c'est nous quand on paye l'impôt sur le revenu, la taxe Mm. foncière, ça c'est de l'impôt direct. Et ensuite, donc, on a l'impôt indirect où le contribuable et le redevable sont deux personnes différentes. Par exemple, la TVA, c'est de l'impôt indirect, puisque c'est nous, lorsqu'on va par exemple chez Carrefour, on achète avec la TVA et c'est ensuite Carrefour qui va payer la TVA auprès de l'État. Donc il y a déjà deux grandes familles à, Ouais, à ok. distinguer, l'impôt direct et l'impôt indirect. Et ensuite, dans l'impôt direct, effectivement, ça dépend de différentes typologies de revenus, mais que ce soit des revenus fonciers, des revenus financiers, on a imposé sur le revenu avec également des prélèvements sociaux qui s'appliquent dessus. Et chaque typologie d'actifs a ses propres règles d'imposition. Et donc, par exemple, pour tout ce qui est revenu immobilier, ça dépend du régime que l'on choisit. Est-ce qu'on utilise le régime micro ou le régime réel? On n'est pas imposé de la même manière. Pareil pour les revenus financiers. Donc après, c'est effectivement tout à chacun en fonction des Mm. typologies de revenus qu'on peut avoir. C'est vrai que c'est une question un peu barbare que je t'ai posée parce qu'il y a tellement de possibilités Ouais, entre même si tu prends les revenus rien que financiers, tu auras la fiscalité est liée au PEA, à l'assurance vie, au PER, au CTO. Mais ouais. si on se base vraiment sur une fiscalité classique, au niveau des plus-values et des dividendes type CTO, comment ça fonctionne? Enfin, je veux dire, quels sont les taux? Ça dépend. Donc c'est impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, d'accord. Et Flat ensuite, tax, ça dépend si on utilise la flat tax ou alors si on opte pour le barème progressif. c'est ça. Ok. En plus, les prélèvements sociaux ont augmenté à 18,6. Donc, on n'est plus à une flat tax à 30%, mais une flat tax à 31,4%, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et ensuite, c'est choisir, est-ce que j'utilise la flat tax à maintenant 31,4% ou est-ce que j'opte pour le barème progressif? Ça va dépendre de son taux marginal d'imposition. Taux marginal d'imposition, qu'est-ce que c'est? C'est la tranche haute de votre imposition. Parce que en France, le barème, donc l'imposition, fonctionne sous forme de barème. Donc, par exemple, de 0 € à 11 000 € de revenus, on n'est pas imposé. De 11 000 €
à 29 000, on est imposé à 11%, ensuite 30, 41 et 45%. Donc ça dépend de ça. Et donc, sur la partie pour répondre à ta question, ça dépend du taux marginal d'imposition. Donc si on est à une TMI de 0 ou de 11%, mieux vaut opter pour le barème progressif que pour la flat tax. C'est ça. Donc aujourd'hui, si toi tu nous écoutes et que tu as un faible revenu jusqu'à aller, on va dire 30 000 euros, bah t'es mieux à opter pour le barème progressif, alors que à l'inverse, tout ce qui est au-dessus, 30%, enfin même 30, 31, Mm, mm, mm. 4, voilà, Ouais, c'est à l'équilibre. Mais sinon après tu as la flat tax directement à 31, 4%. Après c'est encore une fois, ça, ça va dépendre des exactement. fameuses niches fiscales. Toi qui as quand même une bonne base d'expérience dessus, quelles sont les erreurs fiscales que tu vois le plus souvent par rapport à ça? Les Notamment, erreurs on va rester fiscales, un peu sur la bourse. Après, si tu as des exemples sur l'immobilier, n'hésite pas. Mais en restant un ok. peu sur le côté bourse. Bah, déjà, comme on vient de l'évoquer, je pense que c'est important, c'est que on a beaucoup l'erreur où c'est la base, hein, mais c'est notre imposition fonctionne sous forme de barème qui est progressif. Nous, on aperçoit souvent des personnes qui nous disent «Ah non, j'ai pas envie de gagner plus parce que je vais être plus imposé». Oui, mais vous êtes plus imposé sous la tranche haute. Et donc, ça revient à ce qu'on vient de dire. Mieux vaut passer sur le barème Donc, progressif lorsqu'on a une TMI de 11%, parce qu'on est moins imposé. Donc ça, c'est déjà la première erreur. Donc, c'est de bien comprendre ce système de barème pour profiter des règles et donc opter, par exemple, pour le barème progressif vs la flat tax lorsqu'on est faiblement imposé. je Ouais, rebondis dis-moi. sur ce que tu dis avant de te laisser parler. Donc, si toi aujourd'hui tu gagnes 40 000 euros, donc tu es dans la tranche à 30%, tu vas pas payer 30% sur tous tes 40 000 euros. Non, parce que Non, non, c'est non. bien par rapport à la tranche. Donc, de 0 à 14 000, tu vas payer 11%, je crois, ou c'est 11 000? De Je sais 0 plus. à 11 000. De 0 à À 11 11 000. 000, tu seras à 0. Ensuite, tu seras à 11%. Ensuite, à 30%. Donc, si tu gagnes 40 000 euros, tu vas payer seulement 30% sur la tranche de 29 000 à 40 000 et pas sur tout ce qui est avant parce que c'est progressif. Voilà. Donc, c'était juste un petit Exactement. aparté. Continue. Exactement. Et tu fais bien de le préciser. Très belles explications. Avec plaisir. Donc la première erreur, c'est ça, et puis c'est la plus importante pour ensuite faire les choix fiscaux les plus adéquats en fonction de sa situation. Et ensuite, peut-être d'un point de vue purement financier, c'est ça que tu préférais, c'est d'oublier les reports de moins-value des années passées. Si on a fait des moins-values, on a 10 ans pour les reporter sur nos plus-values. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas oublier, qu'on oublie souvent. Et on vient de l'évoquer, mais opter pour le barème progressif par rapport à la flat tax lorsqu'on a une TMI qui a 11% ou 0%. Tu peux expliquer un peu le report des moins-values en plus simplement, peut-être avec un Ouais, exemple, le avec report des moins-values, par exemple, cette année, je fais donc 5 000 euros de pertes, donc de moins-value, parce que OK. j'ai investi, disons, via un compte titre, et donc j'ai perdu 5 000 euros. Imaginons l'année prochaine, par contre c'est une très bonne année, je gagne 10 000 euros. Donc je suis imposé sur 10 000 euros, mais en fait il faut pas que j'oublie de déclarer les 5 000 euros que j'ai perdus l'année dernière pour ne plus être imposé sur 10 000 euros, mais être imposé sur 5 000 euros seulement, puisqu'on prend les 10 000 euros de plus-value cette année, moins les 5 000 euros de l'année dernière, ce qui nous donne 5 000 euros imposables. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier lorsqu'on a il y a des moins-values, et on peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Donc c'est quand même OK. de très longues périodes. Donc ça, si on a eu des pertes, ce qui est très Mmh. facilement observable sur 10 ans. Il y a des années qui sont pas top sur le marché financier, comme en 2022 notamment. Ben, on peut reporter ces moins-values sur nos plus-values qu'on a décaissées. Juste attention, c'est des moins-values, des plus-values réalisées. C'est pas des Réalisées, pas plus-values l'attente. Non, latentes. Ça, c'est pas pour le l'attente. Ouais. côté des entreprises, ceux qui investissent via un compte titre Mm, via, via l'entreprise, en mm. société. Ouais, ouais. Mais du coup, par rapport à ça, donc tu parles des plus-values, tu parles des moins-values. Est-ce que, donc ça me permet de rebondir dessus, hein, est-ce que tu vois, enfin, est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs? Il y en a beaucoup qui font des erreurs lorsque ils font leur déclaration de revenus boursiers. Oui, Et oui, comment, oui. Pardon? vas-y, vas-y. Autant pour Non, moi, c'est vas-y. surtout quand on a des revenus. Bah, aujourd'hui, on investit souvent, non pas uniquement en France, mais à l'étranger. Euh, OK. et donc, c'est souvent sur ce niveau-là qu'il y a des erreurs.
Par exemple, on a investi aux États-Unis, on a perçu des plus-values, des dividendes qui sont aussi imposés là-bas. Donc il faut remplir le crédit d'impôt en France adéquat pour ne pas être doublement imposé. Donc ça, c'est une erreur qu'on observe assez fréquemment. Donc à partir du moment où on a investi à l'étranger, le risque d'erreur est beaucoup plus important. Puisqu'il faut pas oublier de reporter que ces plus-values, en tout cas que ces gains Ouais. ont été faits à l'étranger, et donc de faire sa déclaration adéquate. Ensuite, maintenant, on a quand même des IFU, des imprimés fiscales uniques faits par différents courtiers qui sont quand même assez clairs. Mais on peut vite s'y perdre. Nous, on a beaucoup de clients qui s'y perdent totalement, surtout cette notion de gains réalisés à l'étranger. Ouais, voilà, parce que en Europe, France, notamment, tu as les IFU, comme tu dis, l'imprimé fiscal Mm, mm, unique, mm. qui transmet directement à l'administration fiscale nos plus ou moins values, c'est ça? Enfin, les dividendes, les intérêts et les plus-values, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. Ok. Et donc, ça me permet de rebondir par rapport à votre activité, TaxCut. Comment vous, par rapport à ça, notamment ce qui est les entreprises anglaises, américaines, qui est quand même assez compliqué, étudié à déclarer, comment vous venez aider les particuliers concrètement là-dessus? Bah justement, on fait leur déclaration. On fait leur déclaration puisque même lorsqu'on a un IFU, hein, il y a des personnes qui peuvent avoir un IFU, mais savoir lire un IFU, c'est aussi autre chose et on peut vite se tromper. Donc nous, on vient remplir la déclaration de manière correcte. Et ensuite, quand on a des revenus étrangers, c'est encore bien plus compliqué, avec des crédits d'impôt à bien cocher pour ne pas être doublement imposé si on a déjà été imposé dans le pays dans lequel on a investi. Donc on vient vraiment effectuer la déclaration pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour qu'il n'y ait pas non plus de surimposition. Et ça, c'est très rare les cas de personnes qui ont rempli des revenus financiers de manière correcte. Ça reste assez rare quand même parce que c'est très vite complexe. Surtout aujourd'hui, on vit dans un monde où maintenant c'est en quelques clics qu'on peut investir à l'étranger. Là où il y a encore 10 ans, 15 ans, c'était bien plus compliqué. Donc toutes ces plateformes-là qui sont très bien pour démocratiser l'investissement, ça complexifie aussi la déclaration de plus de contribuables. Et donc nous, on vient les aider là-dedans, non pas contre 500 euros, mais pour uniquement 100 euros. La personne peut déléguer sa déclaration. Elle est sûre que sa déclaration soit bien faite, optimisée en son sens et qu'il ne paye pas trop d'impôts. Ok, ouais, donc c'est carré. Donc, concrètement, la personne, elle arrive sur votre plateforme et puis elle dépose ses IFU et tout est calculé. Exactement, exactement. Elle Ou- dépose ses IFU et sous 48 heures, sa déclaration est faite. Elle reçoit un récapitulatif et ensuite, en un clic, on peut l'envoyer à l'administration fiscale puisqu'on est partenaire EDI auprès de l'administration fiscale. Donc, on l'envoie ensuite en un clic. On n'a même pas besoin de se connecter enfin, le contribuable n'a même plus besoin de se connecter sur le site des impôts. Il a juste besoin de téléverser ses différents documents sur une plateforme et on envoie la déclaration de manière automatique à la DGFiP. Ok, carré. Donc, c'est pas uniquement les revenus boursiers, ça peut être aussi les revenus immobiliers, les revenus Non, nous fonciers. on a beaucoup de revenus fonciers, beaucoup Ok. aussi de revenus financiers. C'est principalement des revenus fonciers, puisque là on passe souvent à côté de charges qu'on va pouvoir venir déduire. C'est un peu plus compliqué que des revenus financiers. Donc ça, on en a énormément. Et ensuite sur la partie meublée, c'est encore autre chose puisqu'il faut réaliser une liasse fiscale. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché-là. Là où nous on se concentre vraiment sur la partie de déclaration de revenus personnels. Ok, non, c'est intéressant parce que même au final, je te pose ces questions à titre personnel, tu vois. Donc, euh, donc voilà, non, mais c'est cool. Pour optimiser sa fiscalité maintenant, un petit peu avant de s'orienter et voir un petit peu d'autres stratégies sur la bourse, j'aimerais revenir sur un point qui est souvent mal compris des investisseurs, c'est notamment le PER, plan d'épargne retraite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu sa fiscalité et pour qui potentiellement c'est intéressant d'investir dans un PER? Parce que je sais qu'il y en a qui ont une TMI à 11% et qui instinctivement vont investir dans un PER parce que leur banquier leur a dit que c'était intéressant. Mais est-ce que tu pourrais, enfin on sait que non, mais est-ce que justement tu pourrais nous faire un petit topo là-dessus pour donner les idées claires aux auditeurs? C'est vrai que le PER, c'est sujet à controverse. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Le PER, donc un acronyme pour plan d'épargne retraite, permet tout simplement d'investir via cette enveloppe et qui permet de déduire, de profiter d'une déduction d'impôt.
Donc par exemple, si on investit 1 000 € sur un plan d'épargne retraite et qu'on a une fameuse TMI, donc tranche majeure d'imposition, qu'on a évoqué tout à l'heure, à 30%, on profite de 300 d'économie d'impôt. Et ça, c'est une économie d'impôt qui est temporaire. Pourquoi? Parce qu'à la sortie, lors de la sortie de ce plan d'épargne retraite, on est de nouveau imposé. Donc en Ce qu'on fait, appelle les faut ouais. voir le PER. Moi, ce que je dis souvent à nos clients, c'est comme un prêt à un taux zéro. Et ce prêt-là, on peut le placer à 2, 3, 4, 5, 6%. Pourquoi? Mmh. Parce qu'en fait, de manière temporaire, l'État va venir te donner 300 €, va te les reprendre à la fin puisque tu es de nouveau imposé. Et encore, on peut en reparler parce que généralement à la retraite, tu gagnes moins, donc tu es peut-être aussi moins imposé. Et donc te prête 300 € par an parce que tu mets 1 000 € par an pour ta retraite. Et ces 300 € là, tu les places, tu les investis sur les marchés financiers et donc ça génère des intérêts. En fait, le PER, c'est vraiment tu génères des intérêts sur de l'argent que tu n'aurais pas perçu sans passer par le PER. C'est un prêt à taux zéro que tu peux placer à 2, 3, 4, 5%, voire plus, en fonction de la performance de ton PER. Donc, faut vraiment voir ça comme un prêt à taux zéro que l'État vous fait pour préparer votre retraite. Et donc, il faut l'utiliser. Et ensuite, effectivement, ça a peut-être un peu moins de sens pour les personnes qui ont une TMI à 0 ou 11%, puisque la déduction sur 1 000 € n'est non pas de 300 €, mais elle sera que de 110 €, par exemple. Mmh. Donc ça prend surtout son sens lorsqu'on a une TMI à 30%, si ce n'est plus. Ouais, surtout que tu l'as dit que probablement, quand on arrive à la retraite, on aura une baisse des revenus et donc on a cet effet tunnel qui est de se dire: «OK, on investit ces sommes-là, mais à la sortie, on devra, bah, rembourser l'État» entre guillemets, qui fait que, sachant qu'on aura une TMI potentiellement plus basse et ben, on aura moins finalement à rembourser également. Aussi, c'est ça. Puis le PER, faut savoir aussi comment c'était créé. Donc c'était créé suite à la loi Pacte de 2019. L'État est parti du principe suivant, c'est que le système par répartition, c'est bien, mais il est déficitaire. Et donc l'État souhaite encourager les particuliers à préparer eux-mêmes leur retraite. Donc c'est pour ça qu'il a créé cette enveloppe de PER qui est incitative grâce à cette déduction fiscale-là. Pourquoi? Parce que dans les années 80-90, on comptait plus de 4 actifs qui cotisaient pour chaque retraité. Là où à l'heure actuelle, on a moins de 1,7 actifs qui cotisent pour chaque retraité. Donc c'est aussi pour ça qu'il a créé ce PER et donc incite les contribuables à investir et à préparer leur retraite, que ce soit par l'immobilier, mais aussi via les marchés financiers avec ce PER. OK, top. Bah, écoute, heu, mais faut faire aussi attention parce que là, on parle de fiscalité donc c'est bien pour optimiser, mais après effectivement, il y a le choix du PER et attention aux conflits d'intérêts, notamment avec les banques, les assureurs traditionnels, enfin principalement les banques traditionnelles Mhm. qui prennent énormément de frais donc ça, c'est à part, c'est dans le choix et dans la pertinence du PER. Donc non, mais c'est cool. On a vu le PEA, on a vu le CTO, on a vu le PER. Bon, l'assurance vie, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo complète sur le guide de l'assurance vie, donc on va en reparler. Et sinon, Je vais la regarder, attention, je vais la regarder. ah, mais j'ai la pression, attention. Sinon, on va élargir un petit peu le champ des possibilités. Quelle autre niche fiscale peut être intéressant à exploiter? Donc, hors bourse. Ça peut être l'immobilier. Bon, je sais que c'est En vaste. bourse, l'immobilier par exemple, oui, le statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel au régime réel. Donc en fait, peut-être pour donner un peu de contexte, en immobilier, on a déjà deux choix, soit d'investir et de le louer en location nue, soit Mmh. en location meublée. Donc, par exemple, si on choisit la location meublée, ensuite on a deux choix. C'est un choix de régime qui se fait. Donc d'opter pour le régime micro, donc on bénéficie d'un abattement fiscal entre 30 et 50% en fonction de la typologie de la location, que ce soit la location longue durée ou non. Soit on opte pour le régime réel, et dans ce cas-là, on peut déduire toutes les charges et on peut surtout amortir la valeur du bien. Et donc souvent, en fait, on va pas être imposé sur revenu locatif pendant au moins 10 ans. Donc c'est vraiment une niche fiscale qui est instaurée encore par l'État dans le but de favoriser et d'inciter les contribuables à investir dans la pierre. Et donc c'est vrai que ça, c'est un statut LMNP qui marche très bien au régime réel. Et ensuite, là, peut-être en termes de nouveautés, il y a aussi le statut de bailleur privé, sorti suite au nouveau budget. Donc là, qui incite non pas la location meublée, mais qui incite la location nue.
Et donc, c'est OK. c'est un peu comme le même principe du LMNP au régime réel. Vous pouvez donc tout déduire, mais également amortir la valeur du bien et donc ne pas être imposé pendant X années. Donc voilà, deux niches fiscales peut être intéressant. Du LMNP au régime réel qui est maintenant assez connu. Et là, en termes de nouveautés, suite au nouveau budget, on a le statut du bailleur privé ou le dispositif Jean Brun, qui est qui a des ressemblances en tout cas avec le régime réel du statut LMNP. Ça, c'est en lien avec, je t'avoue que je connais pas du tout. Est-ce que c'est en lien avec la partie, location nue, micro-foncier et régime réel? Oui, bah en fait c'est pareil, location nue, donc tu as 2 choix, le régime micro et le régime réel. Régime Ouais, micro, tu as un abattement de 30. Réel, tu peux dire toutes tes charges. Meublé, c'est des pareil. Tu as le régime micro, entre 30 et 50 et le régime réel où tu peux déduire toutes les charges, mais tu peux aussi amortir la valeur du bien. Donc vous voyez le meublé déjà, il y a un avantage à investir dans le milieu dans le meublé pardon, parce que, on peut amortir la valeur du bien. Il y a d'autres inconvénients aussi que n'a pas forcément OK. la location nue. Et donc là, avec ce statut du bailleur privé, bah, l'État souhaite un peu rééquilibrer la balance et de dire bah, très bien pour la LMNP, la location meublée, il y a ce principe d'amortissement et les contribuables semblent friands de ça. Bah, on va faire pareil dans la location nue, qui incite souvent la location de plus longue durée par rapport au meublé. On peut très vite être tenté à faire du Airbnb. Et donc l'État souhaite un peu ralentir cette tendance Airbnb pour inciter plutôt à la location longue durée parce que les Airbnb, c'est des touristes qui vivent, c'est très bien, mais la location longue durée, c'est des personnes qui vivent à l'année et il y a une grosse pénurie de logements en France. C'est pour ça qu'ils souhaitent vraiment inciter les contribuables maintenant à investir dans la location nue, qui est plus pérenne sur le long terme, en tout cas pour la location longue durée. OK, ouais, super intéressant. Donc ça, c'est pour l'immobilier. Hem, donc je pense qu'il y a aussi d'autres, niches dans l'immobilier. Maintenant, on va s'éloigner un peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres niches fiscales intéressantes hors immobilier et hors bourse? Hors immobilier et hors bourse, je crois on l'avait évoqué ensemble l'année dernière. C'était le Je dispositif crois, ouais. Lodéom ou Girardin, ouais, qui est un Ouais, beau dispositif. Faire attention de bien choisir son partenaire parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de risques. Mais globalement, ce dispositif Girardin, vous investissez dans les territoires outre-mer et parce que vous participez au développement économique de ces territoires ultramarins, eh bien l'État vous octroie une réduction d'impôt à hauteur donc de entre grosso modo entre 110 et 120 du montant investi. Donc par exemple, vous investissez 10 000 euros, bah, l'année suivante, vous avez une réduction d'impôt de 12 000 euros. Donc ça, c'est vraiment la puissance de ce dispositif-là, c'est d'investir son argent à 15% de rentabilité par an. Mais encore une fois, attention à bien choisir le partenaire par lequel on passe pour mettre en place ce genre de dispositif et prendre aussi des garanties. Il y a certains partenaires qui garantissent l'investissement, d'autres non, et donc privilégier plutôt ceux qui proposent cette garantie pour sécuriser votre investissement. ouais, il y a toujours un risque conséquent. On peut assimiler ça un peu à du capital risque. Ouais, exactement, puisqu'on va investir en fait dans des PME, dans les territoires ultramarins, qui va servir, c'est de l'argent qui va servir à financer des panneaux photovoltaïques, des engins agricoles, ou encore des matériaux de construction, par exemple. Donc ça va pas du tout sur les marchés financiers, hein, donc il n'y a pas de fluctuation liée à ça. On va vraiment investir dans le dur. Ça va profiter à cette économie ultramarine où il y a un manque de financement, raison pour laquelle, encore une fois, hein, l'État incite et propose une réduction d'impôt, c'est pas pour rien, parce que ça fait aussi ses affaires, parce qu'il y a un gros Ouais. manque d'investissement dans ces territoires-là. Et donc, pour pallier à ce manque d'investissement, pour pallier à ce manque de financement, eh bien, l'État octroie une réduction d'impôt aux personnes prêtes à aider à investir dans ces zones-là. Pour vous dire, il y a aussi les banques qui sont dans ce mécanisme-là et qui apportent des fonds. Ils viennent sécuriser aussi cet investissement. Et en termes de rendement potentiel, t'as une idée? Ouais, donc ça dépend des enveloppes et des partenaires. Ça tourne entre 10 à 20%. Ah Euh, oui, quand Par même. Bon, exemple, après, il y a le risque nous, c'est quoi? Comment? T'as le risque qui est plus important, du coup. Pas forcément, parce que tu as des partenaires qui proposent 10%, mais qui garantissent rien du tout. Tu en as d'autres qui proposent 15% avec garantie. Donc ça Ok. dépend aussi de comment c'est fait et de la qualité du partenaire.
mais déjà avoir ne serait-ce que 10 ou 12 de garantie par an, Oui. c'est déjà magnifique. Le seul bémol de ce dispositif, c'est qu'on peut pas investir plus du montant que l'on paye d'impôts. Donc en fait, par exemple, si on paye 5 000 € d'impôts, on peut pas investir 10 000 € dans cette solution-là. On est limité à OK. 5 000 €. Donc Ouais, on peut sinon pas ça aussi serait investir trop n'importe facile. quelle chose, sinon ce serait trop beau. Il y aura plus de livret A, on mettrait tout notre argent sur cette solution et puis on a un taux d'épargne à 15%. Mais bon, c'est pour ça que l'État n'est pas bête non plus et limite le montant maximum que l'on peut investir sur ça. Ouais, c'est clair. Et tiens, en termes de, parce qu'on sait que la bourse c'est hyper liquide, en termes de liquidité, c'est un investissement qui est sur combien de temps, ce Ça, dispositif? Parce que c'est sur un an. D'accord, donc OK, c'est un dispositif qui est sur un an. Ensuite, sur le papier, vous êtes en fait, vous devenez associé des SNC. SNC, c'est Société à nom collectif, dans lequel bah, justement vous investissez pendant 5 ans. D'accord. Mais au bout d'un an, vous avez aucune responsabilité civile là-dessus. D'accord. C'est uniquement sur le papier. Vous êtes engagé sur 5 ans, mais au bout d'un an déjà, il n'y a plus de responsabilité de votre côté à avoir. Et en termes de liquidité, votre argent revient l'année prochaine, l'année suivante. Par exemple, vous investissez maintenant pour profiter d'une réduction d'impôt en 2026, eh bien l'année suivante, l'État, lorsque vous recevez votre avis d'imposition en juillet, va vous redistribuer votre réduction d'impôt. Donc c'est bloqué un an. OK, ouais, donc ça reste quand même bien liquide. Ah, c'est parce qu'après c'est de gros fonds, je pense. C'est garanti par l'État. Enfin, Oui, certains, enfin, exactement, puisque déjà c'est un dispositif fiscal mis en place par le gouvernement qui permet vraiment de oui. sécuriser la chose, mais ça reste très liquide. C'est vrai que la plupart d'autres dispositifs, je pense à investir de demain dans les groupements forestiers d'investissement. Ça pareil parce que vous participez au financement et à la protection du parc forestier français, eh bien l'État vous octroie une réduction d'impôt. Mais ça, donc il vous octroie une réduction d'impôt uniquement si vous engagez pour 5 ans. Et donc là, c'est vraiment de l'argent qui est bloqué pour 5 ans. Oui. Il y a plein d'autres dispositifs encore, comme les Sofica, ce genre de choses, où généralement vous êtes bloqué pour 5 ans. Donc il y a un manque de liquidité. Là où le dispositif Girardin a au moins cet avantage-là de profiter d'une liquidité qui est quand même assez importante puisqu'il y a une durée d'engagement uniquement d'un an. Il y a tellement de possibilités, c'est incroyable, je trouve. Mais c'est tellement varié, ouais. Ah, et c'est Donc tellement ouais. varié. Puis chaque niche du dispositif a ses avantages, mais a aussi ses limites. Et donc ça dépend vraiment aussi de la situation de chaque personne, de ses objectifs patrimoniaux, de son profil investisseur Mm. aussi. Ça dépend de plein de choses. Et en fonction de tout ça, il va avoir telle ou telle solution qui va être le plus judicieux. Comme demain investir en bourse, d'accord, investir en bourse, mais il y a quelle enveloppe, il y a le PEA, le PER, le compte titre. Ça dépend aussi de tout un tas de facteurs. C'est pour ça que soit se former de soi-même, c'est très bien, mais c'est quelque chose qui prend du temps aussi. Et toutes les personnes n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de se consacrer à ça, et Mm. donc préfèrent déléguer cette gestion financière et fiscale à des C'est experts. clair. Bah écoute, on a parlé quand même pas mal de choses aujourd'hui, donc pas mal d'optimisation, de comprendre la fiscalité de manière générale. Après, on pourrait aller beaucoup plus loin, comme la fiscalité sur Ouais. la transmission, la donation, etc. Mais là, on pourrait parler pendant 2, 3 heures. Bref, pour Mhm. finir, si tu pouvais donner, donc dernière question, une seule recommandation aux investisseurs qui souhaitent gérer au mieux leurs investissements tout en optimisant leur fiscalité. Tu leur dirais quoi aujourd'hui à quelqu'un qui sera en face de toi et comment Ouais, j'optimise ma fiscalité? très très Tu leur simple, dirais hein, quoi? ça sert pas à grand chose d'aller dans la complexité, d'aller très loin, mais ce serait Ouais. de regarder la fiscalité de chaque enveloppe avant d'investir dans telle ou telle solution, tout simplement. Avant d'investir en bourse, c'est très bien, mais si on souhaite vraiment se construire un patrimoine, c'est bien comprendre chaque enveloppe. Et qui dit bien comprendre chaque enveloppe, c'est vraiment de savoir la fiscalité de toutes ces enveloppes-là, et en fonction de sa situation, de choisir la bonne enveloppe. Encore une fois, la fiscalité, il faut la prendre en compte. Il y a encore d'autres critères. On a parlé de la rentabilité, on a parlé des frais. Mmh. Et enfin, le troisième critère, qui est la fiscalité, qui n'est pas négligée, qui est malheureusement assez négligée parce que c'est complexe, c'est aussi un peu embêtant. Mais en tout cas, il faut pas l'oublier parce que ça peut avoir de grosses incidences sur le moyen long terme, sur la rentabilité globale et après impôt de vos investissements. Ouais, c'est clair et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, tout est une question d'objectif qui est propre à chaque Exactement, personne, à chaque exactement. Ouais. investisseur.
en fonction de son horizon de placement, en fonction de sa priorité, en fonction de sa capacité également et le capital nécessaire ou les montants qu'il veut. Donc bref, ça dépend de chaque personne. En tout cas, merci Mathis pour cet épisode. Donc c'est Merci à déjà toi, la fin. Emilien. Avec plaisir. Donc c'est déjà la fin de cet épisode d'Investir pour demain. J'espère sincèrement que cet échange t'aura permis d'y voir un peu plus clair, même si c'était quand même assez, bon, on va pas dire théorique, mais on essaie de donner des exemples concrets, mais ça reste assez technique. Donc autant s'orienter vers un professionnel. Et donc voilà, pour la fiscalité. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description le lien de TaxCut pour avoir plus d'informations, pour notamment la déclaration de vos revenus fonciers, de vos revenus financiers. Et en tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à même laisser une petite note. 5 étoiles, ça fait énormément plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. En tout cas, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, forme-toi, passe à l'action, investis demain et puis à très vite. Allez, ciao ciao, merci Mathis.